Bonjour. Alors, dans la première vidéo, j'ai exposé ma vision du monde. Dans cette seconde vidéo, je vais préciser ce que j'entends par idéologie. L'idéologie n'étant pas ma tasse de thé, n'étant pas l'objet de mon essai philosophique, je vais essayer d'être bref, d'être concis. Comme je l'ai déjà dit, l'idéologie, c'est l'obstacle majeur qui se dresse sur le chemin de la connaissance du savoir et de la vérité. L'idéologie, c'est la négation de la science. L'idéologie, c'est une conscience fausse du réel. L'idéologie, donc, part d'a priori et de préjugés. Ces a priori, ces préjugés, ces idées fondamentales ne sont pas innées, car nous ne naissons pas avec des idées. Les idées sont acquises. Ces idées découlent de l'éducation, de la tradition, de l'enseignement que l'on nous a dispensé à l'école, au collège, au lycée, et ces idées dérivent de ce que nous entendons aujourd'hui alors que nous sommes adultes. Ces idées proviennent en fait, pour l'essentiel, des médias. Le principal de ces médias, c'est la télévision. Donc, c'est la télévision qui véhicule l'idéologie. Ce que nous entendons à la télévision, on finit par le prendre pour argent comptant. Alors, faut-il fermer la télévision? Faut-il la mettre de côté? Ou faut-il la conserver? Je pense que la télévision est un merveilleux outil à condition de savoir l'utiliser. Que l'on nous dispense des informations, c'est une bonne chose. On préfère savoir ce qui se passe ici ou là plutôt que l'ignorer. Le problème, c'est qu'en même temps que l'on nous délivre des informations, on nous les explique, alors que ce serait à nous, normalement, à aller chercher ces explications. Sauf que nous ne savons pas où aller les cueillir. Voilà. C'est très difficile. Vous allez me dire, il y a d'autres médias que la télévision, sauf que les gens n'écoutent pas trop la radio, les gens lisent assez peu les journaux, et Internet, c'est très bien, c'est même ce qu'il y a de plus démocratique, mais là aussi, il faut être prudent. Il faut aussi procéder à une certaine sélection. Donc, l'idéologie, en fait, est omniprésente. Omniprésente, cette idéologie, et cette idéologie, en fait, elle ne vient pas de nulle part. Pour bien cerner le problème, je crois qu'il faut voir les choses de la façon suivante. La société, en fait, est constituée de différents groupes sociaux. Ces groupes ne sont pas à mettre au même niveau. Ces groupes sont hiérarchisés. Il y a des groupes dominants et des groupes dominés ou subordonnés. Chaque groupe a bien son idéologie, c'est-à-dire sa représentation du monde, sa façon de voir les choses. Sauf que le groupe dominant a une idéologie qui s'impose à celle des autres groupes. Au final, les groupes dominés voient le monde au travers du prisme de l'idéologie dominante. Ce groupe dominant est constitué d'individus qui tiennent le pouvoir. Alors, le pouvoir, il est d'abord économique et financier, puis politique et enfin idéologique ou philosophique. Celui qui a le pouvoir économique a donc le pouvoir philosophique, donc il a le pouvoir de formater les esprits. Si bien que l'ouvrier, qui devrait normalement avoir une mentalité d'ouvrier et une idéologie reflétant ses conditions d'existence, finit par épouser les idées des penseurs, des groupes qui représentent, des penseurs donc qui représentent les groupes dominants, donc qui représentent les gens qui nous
commande, qui nous dirige, qui nous gouverne. Voilà. Alors, pour sortir de l'idéologie, qui est un système d'idées hyper cohérent, évidemment, car conforme aux règles de la logique, il faut en fait nous tourner vers les gens qui ont étudié en détail le fonctionnement de ces systèmes de pensée. Petite précision ici, la science n'a rien à démêler avec les sentiments. La science, elle, s'occupe de la vérité. Alors que l'idéologie, elle, a tout à voir avec l'affect, avec les sentiments et avec les intérêts. Donc, en fait, l'idéologie est fondée sur les intérêts. Voilà. Et pas n'importe quels intérêts, les intérêts des classes dominantes. Ces classes dominantes ont des intérêts spécifiques, mais sans qu'elles s'en rendent trop compte, elles voudraient faire passer leurs intérêts particuliers pour les intérêts de l'ensemble de la société. Ce qui, évidemment, est complètement faux et fou, enfin fou, pas pour ceux qui gouvernent, pas pour ceux qui dirigent, mais ce qui est évidemment très ennuyeux pour ceux qui sont justement exploités et opprimés. Pour sortir de l'idéologie, donc, il faut n'avoir rien à perdre. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu ni du changement radical. Il faudrait en fait nous tourner vers les auteurs, comme je l'ai déjà dit, qui ont étudié son fonctionnement. Ces auteurs, on les trouve parmi les psychologues et les sociologues. Alors, il y a toutes sortes de théories psychologiques et toutes sortes de théories sociologiques. Mais parmi toutes les théories psychologiques, il y en a une qui serait la plus capable de nous expliquer comment fonctionnent les idéologies, c'est la psychanalyse. Sauf que la psychanalyse n'a pas le vent en poupe aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Concernant la sociologie, même chose. Il y a quantité de théories sociologiques. Celle qui est la mieux à même de nous expliquer la fonction des idéologies, de nous expliquer que finalement les idéologies servent les intérêts des puissants, c'est le marxisme. Évidemment, on ne veut pas en entendre parler, sauf Alain Menck qui considère que Marx, c'est le bon Dieu. Bon, mais Alain Menck est à prendre avec des pincettes. Voilà. Alors, on ne veut pas entendre parler de psychanalyse et de marxisme, alors que ce sont les deux grandes théories qui sont en mesure de nous expliquer le fonctionnement des idéologies, comment elles servent finalement les intérêts des puissants, de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui nous exploitent. Le problème, c'est que les puissants, eux, ont bien envie de science, à condition que la science ne heurte pas leurs intérêts, mais ce qu'ils veulent, eux, c'est des sciences qui restent en surface. On veut bien connaître l'individu, mais sans entrer dans les détails. On veut bien avoir quelques notions d'économie, mais sans toutefois chercher à savoir pourquoi il y a des riches et des pauvres, et pourquoi certains se remplissent les poches sans rien faire, alors que d'autres travaillent à la sueur de leur front, sans rien gagner, et en étant complètement écrasés et matraqués. Voilà. Donc, oui, à la science, pour les idéologues des gens qui représentent les intérêts en fait des nantis, mais on n'a pas envie de gens qui se posent trop de questions. Il faut se poser des questions, mais ces questions doivent rester, voilà, dans certaines. On doit se poser des questions, mais dans certaines limites. Il ne faut pas aller au-delà. On veut savoir des choses, oui, mais on ne veut pas aller dans le cœur des choses. Donc, l'idéologie, encore une fois, c'est vraiment l'obstacle majeur sur la route de la connaissance. Pour s'en débarrasser, eh bien, il faut se placer dans le sens de l'évolution universelle et voir les choses telles que les voient
ceux qui n'ont rien à perdre sinon que leur chaîne. En fait, il faut voir les choses du point de vue de la classe prolétarienne, du point de vue de la classe qui devrait normalement, selon les marxistes, nous débarrasser une fois pour toutes de ceux qui aujourd'hui répandent le malheur dans le monde, malgré le fait que le monde n'ait jamais possédé autant de richesses. Ceci est absolument scandaleux. Voilà donc ce que je voulais vous dire dans cette seconde vidéo. Excusez-moi de m'être un peu emporté, mais c'est vrai que le monde est complètement fou. On est capable de faire le bonheur du genre humain et finalement il n'y a jamais eu autant de misère. C'est complètement dingue, il va falloir réagir. Donc voilà, je voulais que cette seconde vidéo soit brève, je crois qu'elle l'a été. Place maintenant à la troisième vidéo où je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à ma vision du monde qui, elle, se veut objective car fondée sur la science et sur la philosophie expérimentale. Merci et pardon pour m'être un petit peu énervé. Merci.